Édith Piaf était montée sur le plateau de la RTF avec sa robe noire usée, sans maquilleur professionnel, sans répétition dans un vrai studio, sans aucune expérience devant une caméra de télévision, et avec seulement 3 minutes pour convaincre un public qui ne la voyait que comme une chanteuse de cabaret. Une fille des rues que personne ne prenait vraiment au sérieux dans le monde de la télévision naissante. Elle a chanté pendant 3 minutes, et quand elle a terminé, le présentateur est resté figé en silence absolu, la bouche légèrement entr'ouverte, incapable de prononcer un seul mot. Les techniciens ont lâché leurs câbles pour regarder. Les caméras ont continué à tourner, captant la réaction de tous ceux qui venaient d'assister à quelque chose que personne n'avait prévu. C'était en 1951. Édith avait 35 ans. Elle mesurait 1,47 m. Elle pesait à peine 40 kilos. Et elle portait sur ses épaules le poids d'une vie que la plupart des gens n'auraient pas survécu. Elle était née Édith Giovanna Gassion le 19 décembre 1915, en pleine guerre mondiale, dans le 20e arrondissement de Paris, dans un quartier où la misère n'était pas une exception, mais la règle. Sa mère, Lynn Marsat, était chanteuse de rue, une femme qui chantait dans les cafés et sur les trottoirs de Belleville pour gagner quelques pièces, et qui avait abandonné Édith quelques mois après sa naissance, pour continuer sa vie sans le poids d'un enfant. Son père, Louis-Alphonse Gassion, était acrobate de cirque, un homme qui vivait sur les routes et qui n'avait ni le temps ni la capacité de s'occuper d'une petite fille. Édith a été confiée à sa grand-mère maternelle d'abord, une femme alcoolique qui la nourrissait avec du vin mélangé à de l'eau parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter du lait. Puis elle a soit été envoyée chez sa grand-mère paternelle, qui tenait une maison close à Bernay, en Normandie. C'est là, dans cette maison où les prostituées travaillaient à l'étage et où les marins venaient bosser dépenser leurs soldes, qu'Édith a grandi pendant ses premières années. Les filles de la maison l'adoraient. Elle lui chantait des chansons, la berçait quand elle pleurait, lui donnait à manger quand sa grand-mère oubliait. Et c'est dans cette maison, au milieu de cette misère et de cette tendresse mélangée, qu'Édith a commencé à chanter. À 7 ans, elle est devenue aveugle. Une kératite, une infection des yeux que personne n'avait soignée à temps parce que personne n'avait l'argent pour voir un médecin. Pendant 4 ans, Édith a vécu dans le noir complet, guidée par les voix des femmes de la maison close, apprenant à reconnaître le monde uniquement par les sons, les odeurs, les textures. Et quand sa vue est revenue, miraculeusement selon les médecins, à l'âge de 11 ans, elle voyait le monde différemment. Elle entendait le monde différemment. Chaque son avait une profondeur, une couleur, une signification que les autres ne percevaient pas. Son père l'a récupérée quand elle avait 14 ans et l'a emmenée avec lui sur les routes, dans les cirques ambulants et les foires de province. C'est là qu'elle a commencé à chanter dans la rue pour de vrai, debout sur les trottoirs de Paris, pieds nus parfois, la voix sortant de ce petit corps comme un ouragan sortant d'une boîte d'allumettes. Les passants s'arrêtaient. Les gens ouvraient leurs fenêtres. Les commerçants sortèrent de leurs boutiques. Cette voix impossible qui semblait venir d'un endroit que personne ne pouvait localiser, arrêtait les gens en pleine marche et les clouait sur place. À 17 ans, elle vivait seule dans les rues de Pigalle, dormant dans des halls d'immeubles, mangeant ce qu'elle trouvait, chantant au coin des rues et dans les bars pour quelques francs. Elle a eu une fille, Marcel, à l'âge de 17 ans, avec un garçon livreur nommé Louis Dupont. La petite Marcel est morte de méningite à 2 ans, et Édith n'avait même pas assez d'argent pour payer l'enterrement. Ce sont les prostituées du quartier de Pigalle qui ont fait une collecte pour acheter le cercueil. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'Édith Gassion que rien ni personne n'allait jamais pouvoir réparer. C'est Louis Leplay qui l'a trouvé. Leplay était le propriétaire du Gernise, un cabaret chic sur les Champs-Élysées, où venaient pour les riches, les artistes, les journalistes et toute la haute société parisienne. Un soir d'octobre 1935, Leplay marchait dans les rues de Pigalle quand il a entendu une voix qui l'a arrêté net au milieu du trottoir. Il a cherché d'où venait cette voix et il a trouvé une petite fille maigre, sale, habillée de vêtements usés, qui chantait au coin d'une rue avec les yeux fermés comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Leplay s'est approché et lui a dit « Comment tu t'appelles » Elle a se répondu « Édith, Édith Gassion ». Il l'a regardée de haut en bas, ce petit corps frêle, ses mains abîmées, ses chaussures trouées, et il a dit « Tu ressembles à un moineau, mais tu chantes comme un ange qui aurait connu l'enfer. Viens au Gernisse demain soir, je vais te donner une chance. » Édith est arrivée au Gernisse le lendemain dans la seule robe qu'elle possédait, une robe noire trop grande pour elle qu'une prostituée de Pigalle lui avait donnée. Leplay l'a regardée et lui a dit « Tu ne peux pas monter sur scène comme ça. » Mais il n'y avait rien d'autre. Alors il a dit « Tant pis, monte comme tu es et chante comme tu chantais dans la rue. Ne change rien. » Ce soir-là,
quand cette petite silhouette noire est apparue sur la scène du Gernise, devant un public de bourgeois en costume et de femmes en fourrure, tout le monde a pensé que c'était une blague. Certains ont ri, d'autres ont chuchoté. Et puis elle a ouvert la bouche. Et le silence est tombé sur la salle, comme un coup de tonnerre inversé. Cette voix qui portait toute la douleur du monde, tous les matins glacés dans les rues de Belleville, toutes les nuits passées à dormir dans des halls d'immeubles, la mort de Marcel, l'abandon de sa mère, la cécité de son enfance, tout sortait dans chaque note, dans chaque syllabe, dans chaque respiration. Quand elle a terminé, le silence a duré 5 secondes, 10 secondes, une éternité. Et puis la salle a explosé. Le Play l'a baptisé ce soir-là la Môme Piaf, le moineau, le petit moineau de Paris. Mais 6 mois plus tard, le Play a été assassiné, abattu par balle dans son appartement. Et la police a immédiatement soupçonné Edith parce qu'elle venait de la rue, parce qu'elle connaissait des voyous de Pigalle, parce qu'elle était facile à accuser. Les journaux l'ont traînée dans la boue. Les mêmes journalistes qui l'avaient célébrée quelques semaines plus tôt écrivaient maintenant qu'elle était complice d'un meurtre. Elle a été innocentée, mais sa réputation était détruite. Les cabarets ne voulaient l'eau plus d'elle. Les producteurs refusaient de l'engager. Elle était redevenue la petite fille de la rue que personne ne voulait voir. C'est Raymond Assaut qui l'a sauvée. Assaut était un parolier, un ancien légionnaire avec des mains calleuses et une sensibilité que personne ne soupçonnait. Il a vu en Edith ce que Le Play avait vu, mais il a compris quelque chose de plus. Il a compris qu'Edith ne devait pas seulement chanter, elle devait devenir un personnage. Il lui a appris à se tenir sur scène, à utiliser ses mains, à fermer les yeux au bon moment, à ouvrir les bras quand la note montait. Il lui a écrit des chansons qui racontaient sa propre vie, des histoires de femmes abandonnées, d'amours impossibles, de rues sombres et de matins sans espoir. Et Edith est devenue Piaf. Non plus la môme, mais Edith Piaf. La chanteuse que tout Paris connaissait, que tout Paris aimait, que tout Paris craignait un peu aussi, parce que cette femme portait sur elle une intensité qui pouvait remplir une salle entière et la vider de toute énergie en même temps. Puis la guerre est arrivée, l'occupation, les Allemands dans Paris, et Piaf a continué à chanter. Elle a chanté devant les Allemands, oui, comme la plupart des artistes qui voulaient survivre, mais elle a aussi chanté dans les camps de prisonniers français, en Allemagne, où elle posait pour des photos avec les prisonniers, des photos qui servaient ensuite à fabriquer de faux papiers d'identité pour permettre à ces prisonniers de s'évader. Elle a risqué sa vie, silencieusement, sans jamais le dire à personne, pendant des années. Quand la guerre s'est terminée et que Paris a été libéré, certains ont voulu l'accuser de collaboration. Et encore une fois, elle a dû se défendre contre des accusations injustes, prouver que la petite fille de la rue n'était pas une traître. Et c'est dans ce contexte qu'est arrivée la télévision. En 1951, la RTF, la radiodiffusion télévision française, commençait à diffuser des programmes en direct dans les foyers français. La télévision était un objet nouveau, étrange, que la plupart des Français n'avaient jamais vu. Très peu de gens possédaient un récepteur chez eux, mais ceux qui en avaient invitaient tous les voisins, et des attroupements se formaient devant les vitrines des magasins d'électroménager qui diffusaient les émissions dans la rue. Le producteur de l'émission de variété la plus regardée avait invité Piaf pour une apparition de 3 minutes en direct. 3 minutes. C'est tout ce qu'on lui avait donné. 3 minutes pour prouver qu'elle pouvait exister dans ce nouveau médium qui valorisait l'image autant que le son. Le problème, c'est que la télévision était cruelle avec Piaf. Sur scène, dans un cabaret, dans une salle de concert, son physique n'avait aucune importance. La voix remplissait tout l'espace, et les gens ne voyaient plus son corps minuscule, ses mains osseuses, son visage marqué par la vie. Mais la caméra, elle, voyait tout. La caméra montrait chaque ride, chaque cerne sous les yeux, chaque cicatrice invisible que la vie avait laissée sur elle. Et les producteurs le savaient. C'est pour ça qu'ils ne lui avaient redonné que 3 minutes. Un test, un essai. Si ça ne marchait pas, personne n'en parlerait plus. Piaf est arrivée au studio de la RTF 2 heures avant l'émission, comme on le lui avait demandé. Elle portait sa robe noire, la même robe noire qu'elle portait toujours sur scène depuis le Gernise, comme un uniforme, comme une armure. Le maquilleur a essayé de la préparer pour la caméra, mais Piaf l'a repoussée. Elle a dit « Je vais chanter comme je chante toujours. Si la caméra ne m'aime pas comme je suis, c'est le problème de la caméra, pas le mien. » Le présentateur de l'émission est venu la voir dans sa loge pour lui expliquer comment fonctionnait la télévision en direct. Il lui a dit de regarder la caméra avec le voyant rouge allumé, de ne pas bouger trop parce que la caméra ne suivait pas bien les mouvements rapides, de sourire au début et à la fin de sa chanson. Piaf l'a écouté sans rien dire, puis elle a dit « Je ne souris jamais quand je chante et je ne regarde pas les machines, je regarde les gens. » Le présentateur a haussé les épaules et est sorti.
L'émission a commencé. Piaf attendait dans les coulisses, seule, debout, les mains jointes devant elle comme si elle priait. Elle entendait le présentateur parler aux téléspectateurs, présenter les artistes de la soirée, raconter des anecdotes. Et quand il a dit « Et maintenant, mesdames et messieurs, une artiste que vous connaissez tous par la radio et par les disques, mais que vous n'avez jamais vue autrement que sur une photo, voici Édith Piaf ». Elle a senti ses jambes trembler. Pas de peur, de quelque chose d'autre, d'une énergie qu'elle ne contrôlait pas et qui montait en elle comme une vague avant de se briser sur le rivage. Elle est entrée sur le plateau. Les projecteurs se sont braqués sur elle et la première chose que les téléspectateurs ont vue dans leurs petits écrans gris était cette silhouette minuscule, presque enfantine, perdue au milieu d'un plateau trop grand pour elle, avec cette robe noire qui semblait l'avaler. Certains techniciens dans le studio se sont regardés en pensant la même chose. Cette femme est trop petite pour la télévision, ça ne va pas marcher. Le présentateur s'est assis sur le côté, bras croisés, attendant de voir ce qui allait se passer. L'orchestre a joué les premières notes hautes, et Piaf a fermé les yeux. Elle a toujours fermé les yeux quand elle commençait à chanter, comme si elle avait besoin de retrouver l'obscurité de son enfance aveugle pour trouver la source de sa voix. Et quand elle a ouvert la bouche, ce qui est sorti n'était pas simplement du son. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui traversait l'écran, qui traversait les murs, qui traversait les circuits électriques des récepteurs de télévision, et qui arrivait directement dans la poitrine des gens qui regardaient. Les téléspectateurs assis dans leur salon ont arrêté de parler. Les voisins rassemblés devant les vitrines des magasins sont restés immobiles sur le trottoir. Les passants qui ne regardèrent même pas se sont arrêtés, attirés par cette voix qui sortait des haut-parleurs comme un appel qu'on ne pouvait pas ignorer. Dans le studio, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les caméras, ces machines froides et mécaniques qui étaient censées réduire Piaf à sa petite taille et à ses traits marqués, ont fait exactement le contraire. L'écran a agrandi son visage, a capturé chaque émotion qui passait sur ses traits, chaque frémissement de ses lèvres, chaque larme qui brillait au coin de ses yeux fermés. Et soudain, cette femme que tout le monde trouvait trop petite pour la télévision est devenue immense. Plus immense que le plateau, plus immense que le studio, plus immense que tout ce que la télévision française avait jamais montré. Les 3 minutes ont passé comme 3 secondes. La dernière note s'est éteinte dans le studio. Et le silence est tombé. Un silence total, absolu, terrifiant. Le présentateur devait reprendre l'antenne immédiatement. C'était la télévision en direct. Chaque seconde de silence coûtait cher. Chaque seconde sans parole était considérée comme une erreur professionnelle. Mais il ne pouvait pas parler. Il était assis sur sa chaise, les bras tombés le long du corps, la bouche légèrement entr'ouverte, et il ne pouvait tout simplement pas prononcer un mot. Les techniciens avaient lâché leur câble. Le réalisateur dans sa cabine avait oublié de donner l'instruction de changer de caméra. Tout le monde dans le studio était figé, paralysé par ce qu'il venait de voir et d'entendre. 5 secondes de silence. 10 secondes. Une éternité en télévision. Puis le présentateur a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 10 ans de carrière. Il s'est levé de sa chaise. Il a marché jusqu'au centre du plateau, là où Piaf se tenait toujours debout, immobile, les yeux encore fermés. Et il a commencé à applaudir, lentement d'abord, puis de plus en plus fort. Les techniciens ont suivi. Le public du studio a suivi. Et dans les salons de France, devant les écrans gris où l'image tremblait légèrement, des gens applaudissaient aussi, seuls chez eux, applaudissant une femme qui ne pouvait pas les entendre. Le présentateur s'est approché du microphone et a dit, la voix légèrement tremblante, « Mesdames et messieurs, je fais ce métier depuis 10 ans. J'ai présenté des centaines d'artistes. Mais ce que vous venez de voir, ce que nous venons tous de voir, c'est… » Et il s'est arrêté, cherchant les mots qu'il ne trouvait pas. Puis il a simplement dit « C'est Édith Piaf ». Et il n'y a rien d'autre à ajouter. Dans les jours qui ont suivi, la RTF a été inondée de lettres et de coups de téléphone. Les gens voulaient revoir Piaf. Les gens qui n'avaient pas de télévision voulaient savoir ce qui s'était passé. Les journaux en ont parlé le lendemain. Pas dans les pages culturelles, mais en première page. Et pour la première fois de l'histoire de la télévision française, un artiste avait prouvé que ce nouveau médium n'était pas seulement une boîte à images, mais un instrument capable de transmettre l'émotion pure à travers les ondes, les câbles et les écrans. Mais la vie de Piaf après cette soirée n'a pas été le conte de fées que tout le monde aurait voulu écrire. L'homme qu'elle aimait le plus au monde, Marcel Cerdan, le champion du monde de boxe, était mort dans un accident d'avion 2 ans plus tôt, en 1949, alors qu'il traversait l'Atlantique pour la retrouver. Il venait la voir parce qu'elle lui avait demandé de venir plus tôt que prévu. Cette culpabilité l'a dévorée vivante. Elle a commencé à boire plus, à prendre de la morphine pour supporter la douleur de ses articulations malades.
puis de l'alcool mélangé aux médicaments, créant un cycle de destruction que personne autour d'elle ne pouvait arrêter. Les gens qui l'avaient applaudi à la télévision ce soir-là ne savaient pas qu'ils applaudissaient une femme qui se battait contre elle-même chaque jour, qui se réveillait le matin en pensant à Marcel, qui s'endormait le soir en priant pour que la douleur s'arrête, physique et intérieure. Ils ne savaient pas que cette voix qui les avait bouleversés venait d'un endroit que personne ne voudrait visiter, un endroit fait de pertes, de culpabilité, d'abandon et d'une solitude si profonde qu'elle ne pouvait être exprimée que par le chant. Les années qui ont suivi ont été un mélange de triomphe et de destruction. Piaf a continué à chanter, à remplir les salles, à enregistrer des chansons qui sont devenues des hymnes. La vie en rose. Non, je ne regrette rien. Hymne à l'amour. Chaque chanson était un morceau d'elle-même qu'elle arrachait de sa poitrine et offrait au public. Et le public prenait tout, dévorait tout, sans jamais se demander ce que ça coûtait à cette femme de donner autant chaque soir. Elle s'est mariée 2 fois. Elle a aimé des dizaines d'hommes. Elle a adopté des chanteurs, des artistes, des inconnus qu'elle trouvait dans la rue comme Leplay l'avait trouvé. Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Moustaki, tous sont passés par ses mains, par sa voix, par son lit parfois, et elle les a transformés en artistes comme Raymond Assaut l'avait transformé. Mais son corps la lâchait. Les accidents de voiture, les overdoses de médicaments, les hémorragies internes, les opérations chirurgicales se succédaient comme les actes d'une tragédie dont tout le monde connaissait la fin. Et malgré tout, elle continuait à monter sur scène. En 1961, malade, voûtée, pesant à peine 35 kilos, elle est montée sur la scène de l'Olympia pour une série de concerts qui sont devenus légendaires. Elle tenait à peine debout. Les médecins avaient inédit qu'elle ne devait pas chanter. Ses amis la suppliaient de s'arrêter. Et elle a chanté « Non, je ne regrette rien », avec une puissance qui a fait trembler les murs de la salle. Parce que cette chanson n'était pas simplement une chanson pour elle, c'était la vérité. Elle ne regrettait rien, ni la misère de Belleville, ni la cécité de son enfance, ni la mort de Marcel, ni la perte de Cerdan, ni les accusations, ni les trahisons, ni la douleur. Tout cela l'avait construite. Tout cela avait forgé cette voix qui n'aurait pas dû exister dans un corps aussi fragile. Édith Piaf est morte le 10 octobre 1963, à 47 ans. Son corps avait cessé de fonctionner, usé par une vie qui en valait 10. Mais sa voix, elle, n'est jamais morte. Elle continue de traverser les écrans, les haut-parleurs, les écouteurs, les années et les décennies. Et elle continue de faire exactement ce qu'elle a fait ce soir-là dans le studio de la RTF en 1951. Arrêter les gens en plein mouvement et leur rappeler que la musique, la vraie musique, celle qui vient des entrailles et non de la technique, est la seule force au monde capable de transformer la douleur en beauté. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental sur la souffrance, le talent et le destin. Que parfois, les épreuves les plus terribles que vous traversez ne sont pas des punitions, mais des préparations. Chaque nuit qu'Édith a passée dans la rue, chaque perte qu'elle a subie, chaque trahison qu'elle a endurée, tout cela s'est transformé en carburant pour cette voix impossible. Et quand elle est montée sur ce plateau de télévision, toute seule, minuscule, sans artifice et sans protection, elle a prouvé que la grandeur ne se mesure pas en centimètres, mais en décibels de l'âme. Le présentateur est resté sans voix ce soir-là parce qu'il a compris, en 3 minutes, ce que la plupart des gens mettent une vie entière à comprendre. Que la vraie puissance ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez survécu. Et si vous portez en vous une vérité assez profonde, assez douloureuse, assez authentique, alors aucun écran n'est assez petit pour vous contenir, aucun studio n'est assez grand pour vous enfermer, et aucun silence n'est assez long pour effacer l'écho de votre voix. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. On adore savoir de quelle partie du monde nous suivent tous les fans de cette légende de la chanson française. Si vous voulez soutenir la chaîne et nous aider à continuer à raconter ces histoires, cliquez sur le bouton « Merci » juste en dessous et laissez votre contribution. Ça fait toute la différence pour notre travail. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.